Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur KHG Code. Allez, aujourd'hui, on va pas faire de technique, ça va être un sujet thématique. Donc les sujets thématiques, c'est les sujets où je prends un sujet n'importe lequel et j'essaie de vous donner ma vision et mon expérience et ce que j'en pense en fait. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on m'a demandé dans la chaîne, donc je commence à rajouter ça et l'idée c'est aussi de pouvoir permettre de parler à un plus grand public. Quand je fais des vidéos sur Kubernetes, c'est vraiment très niché, très technique, etc. Et il y a des gens pas trop techniques ou qui ont besoin d'avoir peut-être un recul, d'avoir un avis sur d'autres sujets. Voilà, donc c'est pour ça que je commence à faire ce type de vidéo là. Donc c'est la deuxième dans cette saison de ce style là. Et au fur et à mesure que la chaîne va évoluer, il y aura peut-être plus des vidéos de ce style là et peut-être un peu moins de vidéos techniques, même s'il y aura toujours des vidéos techniques. Donc aujourd'hui, on va parler de la soft skill la plus importante dans l'informatique. Donc la soft skill la plus importante dans l'informatique, selon moi, c'est la curiosité. Et je vais vous expliquer pourquoi, si vous n'êtes pas curieux, arrêtez de faire l'informatique parce que vous serez obsolète d'ici quelques années en fait. Donc on lance le générique et je vous explique pourquoi la soft skill est super importante et pourquoi vous devriez absolument la développer, cette soft skill. Avant de continuer la vidéo, je souhaitais vous présenter le dernier logiciel que ma société HKTech a développé. C'est le logiciel EasyQuiz. EasyQuiz.ai. EasyQuiz.ai, c'est un logiciel simple, intuitif qui s'adresse aux recruteurs, aux formateurs, aux enseignants ou à toute personne qui à un moment donné doit devoir évaluer de la performance, doit devoir évaluer des candidats. Grâce à la puissance de l'IA, va vous aider dans la conception de vos sujets d'évaluation, notamment dans la conception des quiz d'évaluation. N'hésitez pas à aller tester, je vous promets, vous ne serez pas déçus. Donc, pour ceux qui vont tomber sur la chaîne pour la première fois, donc j'essaie de me présenter pourquoi je suis légitime. Donc, moi, je suis AG ou KG Code, comme vous voulez. Ça fait plus de 15 ans que je travaille dans l'informatique en tant que consultant ou en tant que chef d'entreprise aussi. Donc, j'ai collaboré et je collabore toujours sur des gros projets. Ça peut aller de la grosse entreprise technologique du CAC 40 ou de la petite, du petit comptable du coin qui a besoin d'un logiciel, d'une application. Et j'ai une entreprise HKTech qui est chargée de faire le développement des logiciels sur mesure. Donc, si vous avez besoin d'un logiciel sur mesure, n'hésitez pas à nous écrire ou à me contacter directement et on pourra faire ça pour vous. Donc, c'est une activité qu'on fait et en plus, je fais du conseil pour des grosses boîtes pour les problématiques d'infrastructure, de sécurité, de cloud, de gouvernance, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est de là que je tire ma légitimité pour pouvoir vous parler de ces sujets technologiques ou dans le monde qui ont trait au monde de l'informatique. Voilà. Une fois que ceci est dit, on va pouvoir donc s'attaquer à la soft skill la plus importante dont je vous ai parlé en introduction, qui est la curiosité. Pour moi, vraiment, c'est le maillon essentiel pour toute personne qui veut pouvoir performer et de manière durable dans l'informatique. C'est la qualité la plus importante. Voilà, il faut être curieux. On parle souvent que dans la vie, il faut être logique, il faut réfléchir, il faut être rigoureux, il faut avoir l'esprit d'équipe. Mais en fait, la réalité de tout ça, le plus important, vous pouvez avoir tout ça, mais si vous n'êtes pas curieux, vous n'êtes pas capable d'aller au-delà de ce que vous avez l'habitude de vous faire. Donc, c'est-à-dire, si vous ne voulez pas manger autre chose que votre pain quotidien, si vous n'êtes pas l'habitude de faire ça, ben en fait, vous allez disparaître très vite. Vous allez être très vite obsolète. Et je vais vous montrer pourquoi dans cette vidéo. Je vais vous donner des exemples concrets. Et je vais vous donner pourquoi moi, à mon avis, la curiosité est vraiment la soft skill la plus importante. Et c'est celle-là qu'il faut enseigner dans les écoles d'ingénieurs, qu'il faut enseigner dans les classes préparatoires, dans les universités, à mon sens. De pouvoir dire aux gens, aujourd'hui, ce qu'on vous apprend en informatique, ce que vous apprenez là à l'instant T, bah, potentiellement dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est obsolète. Et même si c'est pas obsolète, vous allez tomber sur des projets sur lesquels vous n'allez probablement pas mettre ça en exergue. Donc si vous n'êtes pas curieux pour aller chercher l'information, de la nouvelle information, pour vous mettre à jour, ben en fait, ce que vous faites là en fait, ne servira à rien. Donc c'est quelque chose que, quand je parle avec des plus jeunes que moi, entre guillemets, ben, c'est quelque chose que je leur dis, c'est super important d'être curieux, super important d'aller chercher l'information. La curiosité, premier point, pour moi, c'est le moteur de l'apprentissage continu. Donc le monde de l'informatique, il évolue à une vitesse folle. Une vitesse vraiment très folle. Et encore plus avec l'arrivée de l'IA et le boost, ça va encore se décupler, quoi. Puisqu'avant, il n'y avait que des humains qui faisaient évoluer l'informatique. Maintenant, il y a des IA, il y a des large language models qui permettent d'accélérer forcément. Qui dit accélération, on va dire que ça va aller plus vite. On va encore apprendre, il y a de nouvelles choses qui vont encore sortir régulièrement. Voilà. Donc, c'est pourquoi ce que vous apprenez aujourd'hui, en fait, ça va être potentiellement être obsolète si vous avez de la chance dans 2 ans. Et si vous avez de la chance, parce que probablement dans 6 mois, ça sera déjà obsolète, en fait.
Par exemple, on va prendre un exemple. Souvenez-vous par exemple des technos pour les gens qui ont commencé voilà, en 2010, on va dire que j'ai commencé ma carrière, j'étais à Pic dans l'informatique, je commençais à sortir d'école, etc. Bah, les technos phares, si je prends par exemple le monde purement du logiciel, on parlait de quoi? On parlait de Backbone en JS, on parlait de jQuery, par exemple pour gérer le DOM, vos applications logicielles. On parlait aussi d'Adobe Flash qui était l'outil pour pouvoir faire les animations en 3G, etc. Bah, tout ça aujourd'hui, on n'en parle plus de ça. Ça a totalement disparu. jQuery, plus personne ne fait du jQuery natif, sauf des vieilles applications et du legacy que vous devez maintenir. Mais aujourd'hui, on utilise des outils comme React, comme Vue, comme Svelte, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pour Adobe Flash, plus personne n'utilise ça pour les animations. Les gens utilisent le HTML5 ou bien le WebGL. Et c'est comme ça dans plusieurs domaines. Ou bien en 2000, on parlait aussi pas mal de VMware, de virtualisation. Aujourd'hui, plus personne n'en parle de la virtualisation. On est tous sur du Docker, des microservices, etc. Donc, pour vous dire que ça évolue vraiment énormément. Donc, ceux qui sont figés sur ces technos-là, qui n'ont pas été capables de faire l'effort de pouvoir aller apprendre de nouvelles choses, de pouvoir se remettre en question, etc. Bon, aujourd'hui, elles ne valent plus rien sur le marché. Ou bien, je suis désolé, elles ne valent pratiquement plus rien le marché pour celles et ceux qui étaient spécifiques dans ces technos-là. Aujourd'hui, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Mais si heureusement, je suppose que la plupart des informations sont curieuses. J'espère qu'elles ont été curieuses. Ces personnes qui étaient leaders là-dedans, elles ont dû forcément apprendre d'autres métiers ou faire autre chose, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis la première, vraiment, la curiosité, c'est ça qui va vous permettre en fait de rester pertinent, quelle que soit l'époque dans laquelle vous vous trouvez. Quelle que soit l'époque dans laquelle vous vous trouvez, vous allez continuer à être pertinent. Aujourd'hui, par exemple, je vous fais pas mal de vidéos sur Kubernetes. C'est un truc que j'ai appris il y a presque 6-7 ans. Mais il y a encore 10-15 ans, on n'en parlait pas de Kubernetes dans les entreprises. Et moi, je ne faisais pas forcément du Kube, je faisais d'autres technologies. Ouais. Donc, c'est ça qui va vous permettre vraiment de rester pertinent. Et je parle de Kubernetes dans 4-5 ans, ça aura peut-être plus de sens. Peut-être qu'on aura passé à une nouvelle technologie, une nouvelle façon de gérer les applications, etc. Et s'il y a une nouvelle façon, comme j'essaie d'être curieux, j'essaie de me documenter, bah, je pourrais être à la joue, je pourrais continuer à suivre ou peut-être que j'aurais quitté l'informatique. Bon, bref, c'est pas ça le point. Donc les deux points vraiment, c'est de pouvoir dire que c'est ça qui va, la curiosité qui va vous permettre vraiment de rester pertinent, quelle que soit l'époque. Je vais vous donner quelques exemples. Le point numéro 2 en fait avec la curiosité, c'est que ça va vous pousser à essayer de comprendre comment les choses marchent en profondeur. Voilà. Il y a deux façons de naviguer dans l'informatique, de travailler dans l'informatique. Il y a le mode où ça marche, on ne touche plus. Donc voilà. Il y a le mode ok ça marche, mais pourquoi ça marche? Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe si je change ça? Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute ces paramètres là en fait? Voilà. Les meilleurs ingénieurs, je vous promets qu'ils ne se contentent pas de ça marche, ça touche plus, ça te la commande, voilà. Eux ils vont essayer même d'aller voir comment ça marche. Ils vont aller régulièrement dans les repos open source pour essayer de comprendre ce que ça fait vraiment telle fonction, etc. Voilà. Après, ça peut être parfois une perte de temps sur l'instant T, mais sur du très long terme, ça leur permet, eux, de pouvoir comprendre comment les choses marchent et d'être plus efficaces, même des fois sur des problématiques qui n'ont pas lié au truc qu'ils ont fait à la recherche qu'ils ont fait initialement. Prenons un exemple concret, par exemple Docker. Quand vous travaillez sur Docker, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Moi aussi, je le fais. Vous allez faire Docker build, Docker run, Docker push, Docker tag, tout ce que vous voulez là. Ça marche très bien. Mais combien de personnes sont capables de comprendre en fait ce que fait vraiment un Docker build, un Docker run? C'est quoi l'intérêt des layers? Pourquoi il faut utiliser des layers plutôt que ça? Pourquoi il faut partir sur des images légères, etc. Combien de personnes comprennent réellement l'intérêt derrière tout ça? Je ne dis pas que moi je connais, mais il n'y en a pas beaucoup qui utilisent Docker. Je veux dire même 90%. Ça, connaissent juste exécuter leurs commandes là, mais derrière, si vous leur demandez vraiment concrètement ce qui se passe, ils ne sauront pas. Parce que voilà. Mais je peux vous assurer que les plus curieux, ceux qui vont vraiment être exceptionnels dans ce domaine-là, qui vont parler Docker, en fait, eux, ils sauront vous répondre ça. Ils vont vous comprendre comment marche la couche de stockage de Docker, comment les namespaces permettent d'isoler les processus, pourquoi il faut avoir des layers, etc. Ils vont vous expliquer pourquoi le fait d'avoir des layers, plutôt que d'avoir plusieurs commandes que vous exécutez avec des touches, plutôt faire une seule commande qui va encapsuler tout ça. Bah, ils sont capables de vous expliquer, de comprendre ce qu'il en est en fait. Mais peu de gens vont pouvoir le faire ça. Mais cette curiosité, je peux vous assurer que ça va faire la différence un jour. Quand un problème complexe va arriver en fait, par exemple une image qui est corrompue, des builds qui sont instables, des démarrages qui sont lents, etc. Bah, ces personnes-là, quand le problème va arriver en fait, elles auront un avantage compétitif par rapport à vous qui vous êtes contenté de faire tout le temps Docker build, Docker run quand tout marchait bien en fait. Ce qui va se passer, c'est quand vous allez être frotté à cet incident-là que vous allez potentiellement essayer d'aller comprendre
déjà aller retrouver toute la mécanique, donc perdre tout ce temps-là que celui qui est de naturellement curieux connaîtra déjà en avance et lui sera plus efficace pour pouvoir réagir plus rapidement. Il aura plus d'outils en fait à son arc. Donc la curiosité va vous permettre d'avoir plusieurs arcs en fait, plusieurs outils pour pouvoir diagnostiquer tel problème, etc. Alors que si vous n'êtes pas curieux, c'est quand il y a l'incident, quand ça chauffe, que vous allez, parce que là vous n'aurez pas le choix, vous allez faire l'effort maintenant d'aller, enfin j'espère à ce moment-là, aller chercher la bonne documentation, aller lire, essayer de comprendre comment ça marche en fait. C'est pour ça quand il y a des incidents, si vous voulez progresser, comme je dis toujours aux gens, il faut aller dans les projets qui sont pas simples, qui sont complexes, où vous allez vous manger, comme entre guillemets, je vais être vulgaire, des merdes tout le temps en fait, avec des problèmes, des trucs qui marchent pas. C'est là où vous progressez réellement. Voilà. Donc c'est ça, la curiosité vraiment va vous transformer, vous, en simple utilisateur, à un véritable expert qui maîtrise son sujet en fait. Le point numéro 3, le fait d'être curieux, donc curieux dans l'informatique ou même dans la vie en général, ça ouvre des opportunités de carrière. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir ça en tête en fait. Les gens pensent que comment est-ce qu'on développe une entreprise, comment est-ce qu'on accueille de nouveaux clients. Bah, ce n'est pas en faisant des campagnes marketing sur Google ou sur Lemlist, tout ce que vous voulez. C'est pas ça qui ramène des clients. C'est le fait d'être curieux, de discuter avec des gens ou de pouvoir cibler quelles sont les tendances du marché, etc. Pourquoi un nouveau produit est sorti, à quel besoin il répond, etc. Moi, j'ai vu dans mes 15 ans de carrière, en fait, des gens qui restaient cantonnés au même rôle. Par exemple, il y avait des développeurs qui vous disaient « Moi, je fais que du back-end. » Il y a toujours ça aujourd'hui. Hein. Moi, je fais que du back-end. Le front-end, c'est pas mon sujet. Voilà. Ou bien les ops qui vont dire que oh, le code là, c'est trop complexe, c'est pas mon métier. Je dis pas que l'idée, c'est de faire tout, c'est bien. Mais il y a une philosophie derrière. Vous pouvez ne pas être, par exemple, un expert du back-end, mais s'il y a un problème, vous pouvez aller jeter un œil, essayer de comprendre comment ça marche. Ouais. Vous pouvez être un expert de l'ops, vous ne touchez pas au code, mais vous pouvez essayer parce que vous avez accès au repo de vos développeurs, d'essayer de comprendre, quand il y a un peu de temps, comment ça marche. Les profils curieux, voilà, ils vont souvent poser beaucoup de questions, ils vont remettre en question ce qui existe en fait. Et je prends un exemple par exemple. Moi, j'ai commencé, je fais du développement en back-end, donc back-end Python, back-end Java. Au fur et à mesure, j'ai migré vers du DevOps. Peut-être je suis tombé sur un projet qui m'intéressait, je voulais savoir comment l'infrastructure marche. Donc, prends un exemple, hein. Un développeur qui s'intéresse au back-end, il va tomber sur l'infra, il va voir les images Docker, c'est comme ça l'intéresse. Il finit par devenir entre guillemets un cloud ingénieur ou bien un DevOps ingénieur. J'aime pas trop DevOps ingénieur parce que ça veut rien dire, mais plutôt un platform ingénieur parce qu'il s'intéresse à l'infra. Ou bien ça peut être un développeur sur TensorFlow, je prends un exemple, hein, qui travaille sur un projet d'IA. Il va découvrir TensorFlow dans son temps libre, il va dire ça l'intéresse, il finit par devenir un ingénieur en IA spécialisé là-dedans. Donc il y a plein de personnes qui mouvent comme ça, qui peuvent changer de carrière, qui vont découvrir de nouveaux trucs, quoi. Donc ça peut vous ouvrir vraiment des opportunités de carrière. Moi, quand j'ai commencé à développer, quand j'ai lancé la deuxième partie de mon activité, qui est de faire des logiciels pour des startups, pourquoi en fait ça s'est arrivé ce besoin-là? En fait, il y a une nouvelle techno qui était sortie à l'époque, ça s'appelait Flask, entre guillemets, je prends un exemple en tout cas. Je voulais tester ce truc-là, je me suis dit, ouais, c'est pas mal, ça permet de créer des applications rapidement. Ensuite, il y a eu Vue.js qui est arrivé, j'ai dit, mais c'est intéressant, j'ai commencé à coupler Flask avec du Vue. Et c'est comme ça que j'ai proposé un premier logiciel à un client. Ensuite, il y a un deuxième, un troisième, etc. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout sur cette technologie-là. Ça a totalement varié. Mais le fait que j'ai été curieux de m'intéresser à Flask quand il est sorti à l'époque et tout ça, ça m'a permis derrière moi de pouvoir développer cette compétence logicielle. Aujourd'hui, on fait des logiciels qui n'ont plus rien à voir avec ça. Mais si je n'étais pas curieux, je serais resté que dans l'infra, à faire de l'infra, etc. Donc, c'est ce que je dis que ça permet vraiment d'ouvrir des opportunités de carrière. Maintenant, le point 4, je vais un peu faire avec maintenant dans l'ère de l'IA, avec la résolution des assistants IA. Aujourd'hui, on a un moment très charnière. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, je pense que vous aussi, si vous êtes informaticien, vous devez forcément vous poser la question, quand on voit tout ce que l'IA est capable de faire, entre guillemets, voilà, est-ce que ça vaut encore le coup vraiment d'être, par exemple, un développeur, d'être même un ops, etc. Est-ce que ça vaut le coup encore de continuer d'être un builder dans l'informatique? Est-ce que je ne monte pas plus vers les métiers d'organisation de type management, chef de projet, architecture, etc. Est-ce que ça vaut encore le coup de rester au bas je dis au bas, au sens, au niveau de la création pure, sachant que l'IA est capable de faire plusieurs choses en fait. Voilà. Avant, quand on cherchait une solution, comment est-ce que ça marchait? On allait sur Stack Overflow, on bricolait un code, etc. On trouvait des bouts de code en réfléchissant, on construisait nous-mêmes notre programme. Aujourd'hui, il y a des outils comme GitHub, Copilot ou bien, je sais pas, ChatGPT, Windsurf, etc. qui vont vous permettre de pouvoir avoir des bouts de code en fait. Le développeur qui n'est pas curieux, lui, ce qu'il va faire aujourd'hui, ce que font beaucoup de gens,
c'est qu'ils vont se contenter de faire des copier-coller, du coup, des bouts de code qui est là, etc. Voilà, ça va peut-être marcher, ça va répondre à leurs besoins. Voilà. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe concrètement quand ils vont débarquer sur un projet qui ont été faits, réalisés par des dizaines de personnes et avec plusieurs dépendances, etc. À ce moment-là, je suis désolé, l'IA va peut-être vous aider ponctuellement pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et je parle en connaissance de cause, en fait. Quand vous avez des applications complexes, etc., si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir être curieux, d'avoir un sens critique, de pouvoir comprendre, est-ce que le bout de code qui me génère là, ça va permettre de répondre à mon besoin? Est-ce que derrière, le fait que j'ai décidé, je ne sais pas, de restructurer l'application selon ce que l'IA m'a proposé, etc., qu'est-ce que ça va casser? Quels sont les impacts? Aujourd'hui, mon modèle de données, mon IA me propose de le changer. Mais si je le change en appliquant, je ne sais pas, le truc qu'il m'a suggéré, qu'est-ce qui se passe derrière côté client? Si vous n'êtes pas capable de faire toute cette analyse-là, bah en fait, les personnes qui sont curieuses, qui essaient de comprendre, elles auront toujours une longueur d'avance que celui qui se contente juste de prendre ce que l'IA va lui remettre, en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter parfois à challenger l'IA. Je ne dis pas de le faire tout le temps, parce que des fois, à un moment donné, si vous passez votre temps à le challenger, bon, autant vous-même me coder. Mais vous pouvez quand même essayer de vous poser des questions, de remettre en question ce qui me remet de temps en temps. Ouais. Je vais vous prendre un exemple concret dans un logiciel qu'on a développé pour un client. Moi, la nouvelle équipe, l'ancienne équipe qui travaillait sur mes logiciels, ben, je les ai remplacés. Parce qu'à un moment donné, ils étaient peut-être à bout, lassitude, etc. Ben, il y a une nouvelle équipe qui est arrivée. Ben, la nouvelle équipe, moi, la première caractéristique qui m'a intéressé quand j'ai voulu les recruter, c'était de savoir quel était leur degré de curiosité, comment est-ce qu'ils interagissaient avec l'IA, quels étaient les side projects qu'ils ont fait ces dernières années. Parmi ces side projects-là, quel pourcentage ils avaient du code pour eux-mêmes, quel est leur esprit critique par rapport à l'IA, en fait. Ouais. Et cette nouvelle équipe-là, ils ont pu reprendre le code qu'ils n'avaient pas développé et ils sont full autonomes dessus. Parce que eux, ils ont cette curiosité-là, ils savent précisément comment ça marche en logiciel, ils sont capables de remettre en cause ce que l'IA leur dit, etc. Et du coup, ils n'ont pas eu de mal à s'adapter. Aujourd'hui, vous allez voir plein de gars qui font du vibe coding, entre guillemets. Ils vont générer des applications, mais vous leur donnez un logiciel existant avec des applications de contraintes, ben, ils ne savent plus. Ils ne savent plus parce qu'il ne faut plus partir de zéro. Il y a tellement de contraintes, tellement de mécaniques, tellement d'interactions où ils ont un peu plus de mal. Et je vous le dis, j'ai passé des entretiens avec plusieurs personnes, ils n'arrivaient pas à pouvoir recontextualiser parce qu'ils sont trop dans le moule IA, etc. C'est bien pour créer des nouveaux, mais ils avaient du mal à reprendre. Après, par contre, quelqu'un qui est curieux, il va continuer à utiliser l'IA, mais c'est l'IA qui va être à son service plutôt que l'inverse. Le cinquième point et le dernier point de conclure, c'est que la curiosité va rendre meilleure votre équipe. Un ingénieur qui est curieux, en fait, c'est pas juste celui qui explore les technos. Ça, je le redis encore. C'est pas juste être bon techniquement, etc. L'idée, c'est aussi, il faut pouvoir comprendre le contexte. Il faut aussi essayer de comprendre de manière globale. On vous demande de créer une infra aujourd'hui. En tant qu'architecte, il faut vous poser la question de savoir cet architecte, ou bien DevOps, ce que vous voulez. Cet architecte-là, c'est pour servir quoi? Est-ce que c'est pour la santé? Est-ce que c'est pour une application de e-commerce? Est-ce que c'est pour une application privée? Enfin bref, il y a plusieurs contraintes que vous devez essayer de comprendre le métier. Voilà, pouvoir comprendre quel objectif business, au niveau dans quelle infra ça s'intègre, pourquoi on a choisi cette UX là. Donc, il faut toujours être curieux parce que derrière, ça va vous permettre d'améliorer. Vous pouvez faire des suggestions. Une équipe où les gens ils sont pas curieux de ce que les autres font, en fait, ça fait une équipe dans laquelle chacun est dans son petit coin et vous sortez un produit qui semble avoir ni tête ni queue. C'est-à-dire, vous allez avoir une UX qui est totalement déphasée de ce que l'utilisateur veut vraiment ou bien de ce que le développeur back-end a mis en place, etc. Donc, la curiosité, vraiment, pour moi, c'est la soft skill la plus importante. Et je recommande vraiment à tout le monde, tout le jeune qui veut démarrer dans l'informatique, qui veut durer l'informatique, essaye d'être curieux. N'hésite pas à tester les projets. Moi, par exemple, quand j'ai le choix de décider sur l'embauche d'un développeur ou bien d'un collaborateur, ou bien si on me demande mon avis, etc., il y a des décisions. Moi, c'est quelque chose que je remarque, auquel je m'attache beaucoup. Je vais te demander quel est ton repo GitHub. Je te demande quel est le projet dont tu as fait. Je m'en fous même de savoir quelle est la qualité. Je m'en fous même de savoir si tu pushes régulièrement sur son GitHub ou si tu codes régulièrement. Mais ce qui m'intéresse déjà, est-ce que tu as un GitHub? Est-ce que tu as déjà fait l'effort de pouvoir toi-même gérer des projets open source, etc. Juste ça change beaucoup et ça permet de donner un peu, de comprendre que cette personne-là, elle est plus ou moins curieuse.
quand j'ai un développeur, un petit jeune qui sort, qui m'envoie son CV, je demande c'est quoi ton side project? Il est incapable de me dire qu'il a un side project. Bah, ça veut dire qu'il est peut-être pas très curieux, donc s'il n'est pas très curieux, peut-être qu'il n'est pas très passionné. Il n'est pas très passionné, potentiellement, ça l'intéresse pas trop. Ça n'empêche que je vais quand même lui faire des tests, notamment via EasyQuiz. Je vais quand même lui faire des tests. Je lui donnerai quand même sa chance, mais on part du mauvais pied en fait, c'est ce que je suis en train de dire. Donc on va s'arrêter là et on va pouvoir conclure. Donc oui, on peut apprendre à coder sans être très curieux. Quand je dis qu'on peut apprendre à coder, par exemple, si vous êtes développeur Java, vous faites que votre Java, vous vous intéressez pas au Python, vous vous intéressez pas à l'Ops, vous vous intéressez pas à l'infra, c'est possible. Voilà. Mais par contre, vous allez être peut-être bon dans votre Java que vous faites là. Mais si vous voulez être vraiment excellent, si vous voulez être différent, si vous voulez vous démarquer, en fait, il faut être curieux. Il faut essayer de comprendre votre image, votre application Java. Elle va être déployée quoi, dans une VM ou dans un Docker. Elle va être déployée sur une infra qui tourne comment, etc. Ça va vous faire de vous un différent. Parce qu'aujourd'hui, les technologies, ça change et ça évolue. Donc, les mots de passe, en fait. Mais par contre, la curiosité, c'est le carburant qui va vous permettre, en fait, de tenir sur la distance, en fait. De pouvoir vous reconvertir facilement, de pouvoir réajuster vos skills, en fait, vos hard skills par rapport aux demandes du marché, par rapport à vos intérêts, à ce que vous allez découvrir, en fait. Voilà. Curiosité, c'est vraiment super important. Donc, on va s'arrêter là. Je termine en vous disant, je vous remercie vraiment pour les abonnements, pour les soutiens. Ça m'encourage vraiment à continuer cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année, donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.